pour cette édition spéciale sur LCI Midi, suite à la tentative de coup d'État, de putsch d'Evgeny Prigojine, le patron du groupe paramilitaire Wagner. On reviendra dans un instant avec nos cartes et nos militaires, généraux et colonels en plateau sur la position du convoi de Wagner qui se dirige en direction de Moscou. On va revenir sur ça, sur cette actualité bien évidemment. On va écouter également Evgeny Prigojine qui a répondu en quelque sorte à cette prise de parole ce matin du président russe, le patron de Wagner, qui l'a dit très clairement, le président russe se trompe. Écoutez. En ce qui concerne la trahison de la patrie, le président se trompe profondément. Nous sommes des patriotes de notre pays. Nous avons combattu et nous continuons de combattre. Et personne n'a l'intention de venir se rendre à la demande du chef du FSB ou de qui que ce soit d'autre. Parce que nous ne voulons pas continuer de vivre dans la corruption et le mensonge et la bureaucratie. Quand nous étions en Afrique, on nous avait dit que la Russie avait besoin de l'Afrique. Tout ça pour l'abandonner après. Tout ça parce qu'ils avaient volé l'argent destiné à aider ces pays. Quand on nous a dit que nous étions en guerre avec l'Ukraine, nous sommes allés y combattre. Mais il s'est avéré que les armes, les munitions, l'argent prévu avaient été volés. Les bureaucrates gardent les munitions pour eux-mêmes, pour des situations comme celle-ci, quand quelqu'un se prépare à attaquer Moscou. Maintenant, ils ne font plus aucune économie. Ils tirent depuis des avions et des hélicoptères sur une colonne où il y a aussi des civils. Les civils sont touchés parce qu'ils visent mal en plus. Ils tirent n'importe comment. C'est pourquoi c'est nous les patriotes. Et ceux que nous avons aujourd'hui en face de nous sont des gens qui se sont réunis autour de quelque chose de pourri. Voilà pour cette dernière déclaration d'Evgeny Prigojine, des interventions sur sa chaîne Telegram qui se sont égrenées tout au long de la journée, de la nuit. Ça a commencé hier soir. Tout a commencé d'ailleurs, pour remonter un peu à l'historique, revoir la genèse de cette tentative de coup d'État, de putsch du patron du groupe paramilitaire Wagner. Tout a commencé avec une séquence diffusée donc par Evgeny Prigojine, qu'on verra tout à l'heure, c'est pas grave. Une séquence en gros où le patron de Wagner explique que les forces conventionnelles russes auraient visé les combattants de Wagner et auraient tué plusieurs combattants du groupe paramilitaire Wagner. Et puis ensuite, Evgeny Prigojine a multiplié les petits sonores audio sur cette chaîne Telegram, avec celui-ci notamment, où il appelle très clairement à la rébellion. Le conseil de Wagner a pris une décision. Le mal qui est fait par les militaires doit être arrêté. Ils ne se soucient pas des vies des soldats. Ils ont oublié le mot de justice et nous allons leur rappeler ce que cela signifie. Tous ceux qui ont causé la mort de dizaines de milliers de nos soldats seront punis. Ne résistez pas. Ceux qui tenteront de résister seront considérés comme une menace et seront éliminés sur le champ. Evgeny Prigojine qui a également dit j'en appelle à tous les combattants du groupe, j'en appelle à tous les patriotes, à ceux qui connaissent notre histoire, descendez dans la rue, prenez les armes. Cette nuit, nous réglerons la question, cette nuit c'était hier soir, la question des traîtres et des criminels qui ont déshonoré la Russie. Il s'appelle Shoigu, le ministre de la Défense russe, et Gerasimov, le chef d'état-major, qui est désormais patron, par ailleurs, de l'opération militaire spéciale. Ça fait suite, je vous l'ai dit, donc, à cette soi-disant attaque d'une base de Wagner, dont on verra l'image très bientôt. Ce qui est intéressant dans tout ce qui a entraîné, ce qui nous amène aussi à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, colonel Goya, c'est déjà donc cette image. Alors, on ne sait pas finalement ce qui s'est passé. Ça, c'est ce qu'en dit Evgeny Prigojine. Mais lui, en tout cas, ça lui a permis derrière de justifier une marche vers Moscou. C'est ça en fait. Sur le thème, c'est pas moi qui ai commencé. Sachant qu'il y a déjà eu des incidents précédemment avec l'armée régulière. Puis Wagner avait quand même capturé un officier supérieur, un colonel ou un général russe pendant quelques temps quand même. Il y a quand même un certain nombre de frictions fortes depuis un certain temps. Donc là, il considère finalement que c'est pas lui qui trahit, mais c'est lui qui a été trahi véritablement, et qu'il n'a pas d'autre choix maintenant que de franchir le Rubicon et de
d'aller plus loin et d'en appeler à tous les patriotes pour le rejoindre et pour finalement gagner la guerre. De certaine façon, Vladimir Poutine faisait référence à 1917, c'est intéressant. Cette comparaison, mais en 1917, par exemple, il y avait une tentative de coup d'État du général Kornilov avec la division sauvage, qui était un coup d'État tentative réactionnaire qui a complètement échoué. Mais il faut bien comprendre, et je reviens un peu justement à ce discours de Vladimir Poutine, cette obsession qu'il y a quand même dans le pouvoir politique russe sur le coup d'État militaire, depuis le Potemkin, le cuirassé Potemkin, où les gens se mutinent près d'Odessa, après une défaite militaire. En 1917, il y a une sorte d'effondrement de l'armée, qui aboutit à la chute un peu par défaut du tsar. Il y a ce fameux coup d'État de tentative qui échoue assez rapidement du général Kornilov. Il y a le coup d'État bolchevique, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans toute la problématique toutes les accusations qui sont portées par Vladimir Poutine contre l'Occident et contre les États-Unis en particulier, ce qui est toujours pointé du doigt, c'est vous essayez de changer les régimes. Vous essayez de provoquer des révolutions, etc. Donc on sent bien que c'est quand même quelque chose qui est très sensible, cette idée de tentative de coup d'État, alors que, ça peut paraître paradoxal, il a laissé, d'une certaine façon, se créer autour de lui des sortes de petits fiefs militaires, et qui sont donc... là aussi, avec l'idée qu'ils allaient tous se neutraliser un petit peu les uns les autres. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent aussi parfois peut-être s'associer les uns les autres, et là, ça peut changer complètement la donne. Colonel, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais imaginons un instant qu'il y ait aujourd'hui, demain, dans une semaine, un véritable coup d'État à Moscou. Oui. Ce serait quand même un drame mondial. Je pense à quelque chose de tout bête, mais les 6000 têtes nucléaires, par exemple, qui les gérerait ? Ça, c'est une grave question. C'est la question que l'on se posait notamment au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. D'ailleurs, beaucoup, George Bush, le père lui-même, ou François Mitterrand en France, n'étaient pas forcément très chauds sur l'idée d'un éclatement de l'Union soviétique, d'un effondrement de l'Union soviétique. Sur ce thème, justement, il vaut mieux la stabilité avec quelqu'un qui n'est pas sympathique, qui est voire un ennemi, mais que l'on connaît et qui maîtrise, contrôle la situation, plutôt que le chaos ou l'inconnu, en tout cas. Et on est globalement un peu dans cette même problématique, même si on est encore très, 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 très loin, quand même, d'un changement de régime. Mais il y a effectivement ce risque. C'est la seule puissance nucléaire, enfin peut-être pas complètement, le Pakistan aussi, mais à cette échelle, en tout cas, de grande puissance nucléaire, qui est tout un arsenal nucléaire qui repose sur un édifice politique qui est fragile. Olivier Védrine, on a clairement identifié, puisqu'il l'a très bien énoncé, Evgeny Prigojine, son but, c'est d'éliminer le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoïgou, et puis le chef de l'état-major russe, Valery Gerasimov. Est-ce qu'il peut potentiellement arriver à son but ? Je l'ai dit, je crois quand même que la route est encore longue, mais ses chances augmentent parce que les réactions, il n'y en a pas. Ou peu. Alors au départ, vous m'auriez demandé ça hier. Vladimir Poutine a quand même parlé ce matin, mais... Oui, mais ça... c'est pas suffisant. Les populations nourrissent les gens de Wagner. À Rostov, il n'y a pas eu la révolte de la garnison contre les gens de Wagner. Et les gens de Wagner sont à Voronezh, et maintenant ont dépassé Voronezh. Bon, ça sent pas bon quand même. Maintenant, moi j'attends qu'ils arrivent au contact de Moscou, voir qu'est-ce que va faire la garde nationale. Les FSO, les prétoriens, de la garde prétorienne. C'est là que ça va être le moment clé de ce coup d'État. Mais je le rappelle, Prigojine a été poussé à faire cela. Il n'avait pas le choix, c'était la survie, je dirais, financière, si on peut dire, et politique, avec justement le Poutine qui voulait rattacher toutes les milices à l'armée régulière. C'était impossible. Donc là, il a été poussé. Et je pense que ça a été une erreur là de Poutine. Poutine a mal joué et a poussé Prigojine dans ses retranchements et à ce coup d'État. Et si Poutine s'en sort, et il a encore des chances de s'en sortir quand même, ça ne sera pas excusé par les élites qui vont le voir comme un faible, comme quelqu'un qui sera affaibli, quelqu'un qui n'a pas géré.
Sergueï Parkhomenko, bonjour, vous êtes journaliste russe indépendant. J'imagine que vous venez, alors vous venez de vous connecter, mais je vais vous résumer la dernière phrase d'Olivier Védrine qui dit que dans tous les cas, en gros, Vladimir Poutine, pardon, le lapsus non révélateur, sortira affaibli de toute cette séquence. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Est-ce que dans tous les cas, le président russe a perdu gros dans cette séquence qui est en train de se jouer hier soir, avec à la tête Evgeny Prigojine? Évidemment. Évidemment. Je crois que j'étais seul sur ce plateau hier dans la journée en disant que hier matin, dans le fameux vidéo de Prigojine qui a commencé toute l'histoire, il y avait un gros coup sur Poutine. Et que Prigojine, pour la première fois, s'est lancé à Poutine directement, même s'il n'a prononcé à haute voix son nom. Mais toute cette histoire avec les raisons de la guerre, avec la base de la guerre, avec l'explication pourquoi la Russie a commencé cette guerre contre l'Ukraine, ça allait absolument en contre-jour à Poutine. Et en fait, c'était un coup sérieux de parler contre lui. Maintenant, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit maintenant, après cette déclaration de ce matin de Poutine, cette adresse au peuple assez faible, c'est que, il a confirmé le putsch. 2, il a confirmé la perte de contrôle de Rostov. Regarde. 3, il a parlé de trahison de Prigojine. Mais quand même, c'est quoi le trahison de Prigojine? Rester avec son groupe de mercenaires. Et donc, c'était assez faible. Et c'est peut-être pour la première fois que Poutine était obligé d'accepter cette réalité. Et il faut dire quand même que l'importance de la télévision en Russie reste énorme. Même si, tous les Russes sont à l'Internet, tous les Russes utilisent les réseaux sociaux, mais quand même... Ah ouais, je vous écoute. Oui, pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais vous savez, tout à l'heure, le président russe a dit, en gros, que la Russie était au bord de la guerre civile. Evgeny Prigojine, lui, va même plus loin et dit que la guerre civile a d'ores et déjà commencé en Russie. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Evgeny Prigojine ou avec Vladimir Poutine ? Est-ce que la guerre civile a d'ores et déjà commencé en fait en Russie finalement ? Je dirais pas que c'était la guerre civile, c'était des éléments. Mais ces éléments de la situation ont toutes les possibilités de se développer à la vraie guerre civile. En fait, si Prigojine est soutenu par d'autres forces, si on va avoir les autres qui vont se mettre en rang avec les putschistes, oui, ça sera la guerre civile. Pas encore, pas maintenant, mais toute la possibilité existe déjà. Sergueï Parkhomenko, vous restez avec nous bien évidemment. Natalia Turine, vous disiez tout à l'heure, que selon vous, la guerre civile, elle a déjà finalement commencé il y a de ça plusieurs semaines, puisqu'il y a une vraie opposition, plusieurs années même. Parce qu'il y a une véritable opposition finalement au sein de la société russe. Est-ce qu'on est en train de vivre, alors peut-être que le mot a été utilisé un petit peu à tort et à travers depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022, mais est-ce qu'on est en train de vivre véritablement un tournant qui va changer considérablement la suite de cette guerre et dont on ne peut finalement préfigurer de ce qu'il va advenir demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois ? On est dans un flou ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est bien sûr le tournant, mais je me répète, je pense que la guerre civile a commencé avec l'annexion de la Crimée, quand la Russie s'est quasiment cassée en deux. Il y avait ceux qui disaient la Crimée c'est la nôtre, et d'autres qui disaient la Crimée c'est pas la nôtre. Donc il y avait énormément de départs du pays, il y avait la fermeture des masses médias, il y avait des arrestations, c'est ça la guerre civile. Après, elle se fait parfois avec des massues, parfois elle se fait à coups de fusil, parfois elle se fait à coups de poing. Mais on y est, maintenant on est passé à une autre phase. Prigojine qui, à mon avis, a accéléré son calendrier, parce que je pense que ce qu'il fait maintenant était prévu, simplement il l'a fait un poil en avance. Est-ce que c'est lui
qui a provoqué cette précipitation au Poutine. Peut-être Poutine, parce que Prigojine, dans toutes les analyses, vole la vedette à Poutine, parce que quand on regarde combien de temps est consulté le nom de Prigojine par rapport à Poutine, lui, il a 3 fois de plus de clics, si j'ose dire, que Poutine. Donc, en vue des élections qui arrivent, même si ce n'est pas les vraies élections, mais c'est quand même le plébiscite, Poutine devrait se dire que même si Prigojine allait devenir un opposant technique, cet opposant technique peut gagner la bataille. Donc quelque chose était précipité. Maintenant, il faut rappeler que la Russie, c'est 5 millions de gardes du corps, on appelle ça les forces qui font la protection des usines. 5 millions de gens armés. Si Prigojine, qui sait parler à ces gens-là, dit « armez-vous, allez-y, faire la guerre contre les riches », il a gagné. Je pense que c'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire que ce n'est plus une guerre civile dans le sens civil du terme des droits de l'homme. En fait, c'est le feu vert pour aller faire les raids de destitution et de vol. Et dans de nombreuses régions russes, les habitants sont appelés à rester impérativement chez eux. C'est le cas notamment dans la région de Lipetsk. C'est ce qu'on apprend il y a quelques minutes. Ça se situe à 420 km au sud de Moscou. La population est donc appelée à rester chez elle face, je cite, à la rébellion armée déclenchée par le groupe paramilitaire Wagner. Ce sont les autorités locales qui le disent. Vous voyez ici des images qui nous parviennent à l'instant de Rostov-sur-le-Don avec des habitants, des Russes qui sont en train de courir et la situation qui semble quand même se tendre et la population qui panique finalement. On rappelle que cette nuit, le groupe paramilitaire Wagner a affirmé s'être emparé militairement de la ville de Rostov-sur-le-Don. On a vu ces images tout au long de la nuit. Ce matin également, de chars du groupe Wagner, de militaires également prendre possession de la ville. Et face à ce groupe paramilitaire, finalement une armée conventionnelle qui restait un petit peu, on en a parlé tout à l'heure, les bras ballants. 5 secondes Olivier, on part en pub, on est pressé. Si jamais Prigojine continue à ce rythme-là, à 10h, 22h ce soir, il sera à Moscou. 22h ce soir. Et bien ça tombe bien que vous nous donniez cette information, puisque dans un instant on revient avec nos cartes interactives justement pour voir, regarder sur cette carte où on est. Donc c'est possible que ce soir Prigojine arrive à Moscou. On en parle dans un instant. À 22h, c'est noté. À tout de suite.